On va donc commencer en prenant la direction de Nantes, une ville que je connais bien, une ville gangrénée par le narcotrafic. C'est pas la seule ville française, évidemment, hein, on ne va pas polariser, mais c'est important de le rappeler, où un ado de 15 ans a été tué par balle. Ça s'est passé hier soir dans un quartier sensible de la ville. Et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, s'est déplacé ce matin. On voit tout cela avec Sarah Vardy. C'est en urgence et en fin de matinée que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur le lieu du drame, au pied de cet immeuble, dans le quartier de Port-Boyer à Nantes. Vous savez, hier, ici, ce qui s'est passé, c'est très grave. La guerre que nous menons, elle est intraitable. Selon les premiers éléments de l'enquête, 2 hommes armés ont ouvert le feu dans le hall de cet immeuble. Un adolescent de 15 ans a été tué. Les tireurs auraient ensuite poursuivi son frère, jusque dans les étages. Vous avez 2 personnes qui sont venues, cagoulées, avec une arme automatique, et qui ont rafalé un peu à l'aveugle. Et donc ont tué un jeune de 15 ans, en ont blessé un autre de 13 ans, un autre de 14 ans. Mais il y avait aussi de plus jeunes enfants autour d'eux. Une violence extrême, en plein cœur d'un quartier d'habitation, particulièrement connu pour être un point de deal, très prisé des trafiquants de stupéfiants. On a une fusillade qui est probablement liée au trafic, parce qu'ici c'est un point de deal qui est très convoité, notamment ces temps derniers. Ce qui ne veut pas dire que les individus qui ont été touchés, et a fortiori la personne qui est décédée, qu'elle était liée au trafic. Face à l'émotion et à la colère des habitants, Laurent Nunez a affiché une ligne de fermeté absolue. On ne lâchera rien, on ne lâchera rien. Nous le devons évidemment à ces victimes, nous le devons aux habitants des quartiers qui n'en peuvent plus. Dans l'urgence et face à cette violence devenue récurrente, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création d'une antenne de l'Office de lutte contre les stupéfiants à Nantes, avec un objectif affiché, intensifier la lutte pour endiguer le narcotrafic. Alors Jean-Philippe Tanguy, lorsque vous entendez Laurent Nunez dire « on ne lâchera rien », la guerre n'est pas perdue. Est-ce que la guerre n'est pas justement perdue ? Que la guerre ne soit pas perdue, c'est une chose. Qu'il ne lâche rien, c'en est une autre. Écoutez, s'il y a eu 6 morts en une semaine avec le narcotrafic, que ce gouvernement dirige les affaires depuis 9 ans, c'est que visiblement, il y a 2 choses qui ne vont pas ensemble. Donc, moi, je ne veux pas faire d'ironie sur une situation aussi tragique, sur une violence aussi grave, mais je ne crois pas que M. Nunez soit particulièrement mobilisé dans la lutte contre le narcotrafic. Je ne crois pas que le gouvernement macroniste soit particulièrement mobilisé. Je pense que, comme sur tous les sujets sur la délinquance et la criminalité, ils sont plus dans le pas de vague, dans essayer toujours de gagner du temps, de faire comme s'ils luttaient et faire beaucoup de communication, et que la situation ne fait que se dégrader. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, même dans votre sujet, vous expliquiez, à juste titre, hein, la journaliste a raison de dire que oui, à Nantes, c'était un point de deal, recherché. Bon, excusez-moi, j'ai 40 ans, alors je ne vais pas faire le vieux con. Enfin, il y a 20 ans, cette phrase n'était pas possible. Dire à Nantes, il y a un point de deal revendiqué, estimé, éclairé, non. À 20 ans, il y avait évidemment peut-être un peu le milieu à Marseille, un peu le milieu à Paris, mais enfin Nantes, ça pourrait être Angers, ça pourrait être toutes les préfectures du territoire français. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul territoire qui est épargné par ce trafic. Et je rappelle, c'est Nantais qui vous parle. Nantes a été une des villes classées où il faisait bon vivre à une certaine époque. J'ai connu cette ville, je suis né à Nantes, donc c'est une ville que je connais bien. Et je vois l'évolution de cette ville. Et il se trouve que je suis breton, si vous voulez. J'ai encore de la famille dans le Morbihan. Vannes également, aujourd'hui. Hier, j'ai entendu pour tout vous dire, le cas de ma famille qui avait peur d'aller à Vannes. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Maintenant, vous avez des honnêtes gens qui ont peur d'aller à Vannes, préfecture du Morbihan, réputée jusqu'à période de... presque pour son ennui. Enfin, je ne veux pas être désagréable. Enfin, pendant longtemps... Ne nous mettez pas les Vannetais à dos. Hein. Non, mais je ne mets personne à dos. Je suis du Morbihan. Ma famille est du Morbihan. Mais je veux dire, c'était réputé tellement calme. Tout l'ouest de la France n'était absolument pas associé au narcotrafic. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que aussi ce gouvernement essaie de banaliser l'horreur. On parle d'enfants, parce que ce sont des enfants, même si peut-être, je ne sais pas, qu'ils soient associés ou pas au narcotrafic ne change rien. On ne le sait pas au fait que ce soit des enfants, 13 ans, 14 ans, oui, mais même s'ils sont liés au narcotrafic, même s'ils ont commis des actes répréhensibles, aucun enfant en France, même s'il est perdu dans le narcotrafic, aucune mère ne doit pleurer son enfant. 13 ans, 14 ans, 15 ans. On ne parle pas de barbouse de 40 ans. On a presque une banalisation de ça. Enfin, sincèrement, 6 morts. Il y a encore quelques années même, chaque mort aurait fait un scandale. Chaque mort aurait fait un scandale. Maintenant, le fait de faire 6 morts en une semaine est traité évidemment comme quelque chose d'anormal, mais presque comme une banalité. Voilà. Et donc il ne faut pas l'accepter. Et non, l'État n'est pas
mobilisés à 100%. Il y avait des opérations qu'ils appelaient Place Nette qui ont été faites. Moi, j'ai rencontré beaucoup de forces de l'ordre qui ont participé. À l'époque, on a soutenu ponctuellement, le Rassemblement national a soutenu ces opérations, on avait dit. Et le lendemain de la Place Nette, qu'est-ce qui se passera? J'en connais une dans l'Essonne que j'ai suivie particulièrement. Ils avaient saisi 500 tonnes, oui. Non, pardon. Non, 500 kilos, pardon. Une demi-tonne, Ouais. excusez-moi. 500 kilos de stupéfiants. Bon, ça fait une photo, mais ça ne va pas plus loin. Parce que ce sont que des opérations de communication. Et M. Nunez, là, il fait de la com. Qu'est-ce qu'il a annoncé de concret? Il dit il y a une antenne de la lutte contre le narcotrafic. Mais ce n'est pas le sujet. Et le sujet principal, c'est quoi? On y reviendra sans doute. C'est le lien entre l'action de la police, des forces de l'ordre, et l'action de la justice. Et ce lien, aujourd'hui, il est cassé, défaillant, il n'est pas opérationnel. Et s'il était opérationnel, il y a un autre lien qui est cassé, c'est l'état du système pénitentiaire. Moi, à Amiens, la prison aujourd'hui d'Amiens, elle est occupée à 260%. Il manque presque 30% des agents dans cette prison. Et donc tout le système est cassé, il est brisé. Donc vous arrêtez, il y a évidemment à Amiens et dans la campagne samarienne du narcotrafic. Tout ce qui est chouf, sans doute ces gamins, ils étaient peut-être choufs, c'est-à-dire ils surveillent le narcotrafic, mais vous les arrêtez, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de moyens judiciaires pour les traiter. Donc non, je ne laisserai pas dire, et le Rassemblement national ne laissera pas dire que ce gouvernement est pleinement mobilisé ou dans une guerre contre le narcotrafic. La guerre, c'est les honnêtes gens qui n'y sont pour rien dans ce quartier, qui subissent cette guérilla de criminels liés au narcotrafic. Je vous propose d'écouter la maire de Nantes, Johanna Roland, qui s'est exprimée sur le sujet. Je suis sûr que ça va vous faire réagir, Jean-Philippe Tanguy. Hier, quand je suis venue immédiatement sur le quartier, j'ai promis aux habitantes et aux habitants avec qui j'ai échangé de porter leur voix, de porter leur parole, de porter leur attente auprès du ministre. C'est donc ce que j'ai fait ce matin. Oui, le narcotrafic gangrène notre pays. Oui, ça nécessite une mobilisation collective, générale. J'ai donc demandé au ministre à la fois des renforts immédiats pour assurer la sécurité, la sérénité des habitantes et des habitants ici dans le quartier, mais aussi la question d'effectifs pérennes, notamment en matière judiciaire. Et donc, je salue les annonces qui ont été faites à l'instant. Votre réaction, Jean-Philippe Tanguy? Mais cette femme, Madame Roland, elle a tous les pouvoirs. Le parti politique qu'elle représente a eu tous les pouvoirs, tous les leviers. Et au lieu d'assurer la sécurité, ils sont responsables de cette situation. Évidemment, l'ouverture sans contrôle des frontières depuis au moins les années 90, sous l'égide de la pensée socialiste, le désarmement systématique des forces de l'ordre, le refus d'avoir confiance dans les forces de l'ordre, notamment en reconnaissant la présomption de légitime défense, le manque de moyens pour la justice, le refus de construire des prisons. À chaque présidentielle, tous les candidats qui ont été élus, dont François Hollande, promettaient des milliers de places de prison. Elles ne sont jamais pourvues. Madame Taubira, incarnant cette politique socialiste du laxisme judiciaire, qui s'en revendique encore, et à l'Assemblée, moi je peux en témoigner, les députés socialistes, dont la zone d'influence de Madame Roland, et les députés de gauche, notamment M. Carbrat. Je rappelle que le député de Nantes a été pris la main dans le sac, si je puis dire, dans le métro près de l'Assemblée nationale, acheter de la drogue à un mineur. Il n'a pas démissionné. Je veux dire, comment voulez-vous dire, comme Mme Roland, qui a soutenu M. Carbrat aux dernières élections, je suis totalement engagé contre la drogue, par contre, votre député, c'est un drogué. Parce que c'est un drogué, il faut appeler les mots comme ils sont. Ce n'est pas une victime parce qu'il se présente comme une victime, consommateur, à l'insu de son plein gré, de produits stupéfiants, le pauvre, il s'est fait soigner, machin. C'est un drogué. Voilà, un drogué, député drogué. Il y a aussi des députés dealers, avec M. Boyard, qui revendique le deal. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une crédibilité dans l'action contre le narcotrafic quand vous avez une partie de la classe politique qui est des brebis galeuses? Ça peut arriver, mais qui investit des députés qui se revendiquent dealers, qui protège et investit, réinvestit, fait réélire des députés drogués qui sont achetés de la drogue à un mineur. Donc potentiellement, sans faire de raccourcis ou de raccourcis de mauvais goût, un des gamins là, donc qui s'est retrouvé là-dedans. Donc ce député l'a cautionné, cette politique. Donc moi je ne demande pas que M. Carbrat soit pendu en place publique, évidemment. Par contre, qu'il ne soit plus député, ça devrait être le minimum. Mais non, on accepte ça, et puis il revient, et puis il y a un peu d'indignation, et puis finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Et il n'y a aujourd'hui que le groupe Rassemblement national à l'Assemblée qui conteste la présence de M. Carbrat. Je tiens à le dire, parce que tout le reste de l'hémicycle n'a rien dit, ne dit rien, et a laissé ça, courir. Dunette Angour, journaliste politique au sein de CNews, a des questions à vous poser, Jean-Philippe Tanguy.
Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur Tanguy, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi les Français élisent, parce qu'ils ont été élus, ces députés, et pourquoi en fait le Rassemblement national n'a pas mis un point d'honneur à mettre en avant ces situations-là, parce que là vous nous le dites après coup, mais sur Louis Boyard, en tout cas on le savait avant, puisqu'il avait fait des émissions télévisées où il en avait parlé. À votre avis, pourquoi les Français élisent ce type aussi de députés? Mais écoutez, oui, on l'a dit, on le dit encore aujourd'hui, on le dira encore toujours. On a essayé de faire battre M. Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, mais c'est des gens qui sont protégés, voilà. Et donc, lors des dernières élections, il y a eu des députés, des candidats du Rassemblement national qui ont été stipendiés. Certains, effectivement, étaient des brebis galeuses et nous n'aurions pas dû les présenter, mais beaucoup d'autres faisaient la une de l'actualité pour des non-problèmes. Et M. Boyard, il ne faisait pas la une de l'actualité, madame. Vous n'avez pas eu un tir de barrage au premier ou deuxième tour de la 90% des médias de France contre ces candidats. Vous n'avez pas eu d'appel du centre ou de LR à faire battre M. Boyard ou M. Kerbrat. Bien au contraire, M. Attal, M. Philippe, M. Bayrou, certains LR ont fait alliance main dans la main pour faire élire M. Kerbrat ou d'autres. Donc, on le sait, on ne peut pas non plus lutter seul. Mais moi, je vais aussi répondre à votre question parce que je ne suis pas un hypocrite. Je pense que la société française dans son ensemble, comme sur beaucoup de sujets, se ment à elle-même sur la gravité du narcotrafic. On se ment à nous-mêmes. Et par exemple, quand je vois la banalisation de la consommation de cannabis, je vais vous donner une anecdote. Moi, souvent dans les médias, je dénonce la banalisation du cannabis et je raconte une anecdote qui est vraie. J'arrive gare du Nord de la Picardie, je descends gare du Nord, je descends les rues de Paris jusqu'à l'Assemblée nationale à pied et je dis régulièrement que je traverse des nuages de cannabis. Bon, ça donne lieu à des ricanements, à des moqueries sur des chaînes concurrentes. Monsieur Barthès, pour ne pas le nommer, qui dit que j'hallucine. Mais moi, je le redis, tous les jours que Dieu fait, je me balade dans Paris, dans certains quartiers, et je traverse des nuages de cannabis, parce que la consommation de cannabis est banalisée et revendiquée. Je suis tombé sur un documentaire à l'occasion du décès de Lionel Jospin, où dans un conseil national du PS en 2002, Martine Aubry, M. Moscovici ricanaient sur leur propre consommation de cannabis. Pourquoi je dis ça? Les élites françaises, eh bien, il y a une banalisation de la consommation de drogue. Quand j'ai fait mes études dans les grandes écoles, à l'ESSEC, à Sciences Po, dans toutes les soirées des grandes écoles, la consommation de drogue a été banalisée. Ces personnes sont devenues des responsables politiques, sont devenues des dirigeants de grandes entreprises, sont devenues des hauts fonctionnaires, sont devenues des juges. Voilà. À Sciences Po, une partie des gens qui consommaient de la drogue à Sciences Po se sont devenus des juges. Voilà. Donc il y a un moment, il faut arrêter de faire croire que tout le monde est mobilisé, tout le monde pleurniche. C'est pas vrai. Il y a une banalisation de la consommation de la drogue en France. Allez, dernière question et réponse rapide de Tanguy, parce que nous sommes pris par le temps, évidemment. Alors, Monsieur Tanguy, je pense que le message a été entendu. Alors, pour retour un peu aux affaires du Rassemblement national, vous savez, les candidats à la présidentielle se déclarent chaque jour. Alors, au Rassemblement national, la situation elle est un peu différente, puisqu'on parle d'un couple, selon les troupes du Rassemblement national, d'un couple gagnant, un binôme gagnant, en tout cas jusqu'au 7 juillet, où cette décision de justice est attendue. Pourtant, Marine Le Pen a assuré qu'elle serait candidate en cas de condamnation à une peine avec sursis. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une décision nouvelle ou cela avait été déjà vu dans le parti et il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été annoncé par votre chef de file? Non, ça je ne crois pas à une situation nouvelle, mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de commentateurs qui surinterprètent tout propos dans un sens ou dans l'autre. Bon, faut toujours faire l'actualité, ce serait mieux qu'on parle du fond, je ne parle pas de vous, mais en l'occurrence, cette interview de RTL, M. Soto, c'est sa liberté à commencer là-dessus, je pense que les Français se posaient d'autres questions. Chacun sa liberté. En parlant des Français, alors peut-être qu'il y a une dernière question d'actualité, on a beaucoup parlé de cette gifle et on parle beaucoup en fait de la vie privée qui maintenant prend beaucoup de place, en tout cas dans les médias, vous le savez bien, mais en tout cas ça intéresse aussi les Français, puisque vous savez, les médias ont fait que suivre aussi l'actualité, le pouls, ce qu'on ressent dans les réseaux sociaux. Cette affaire de gifle fait énormément parler avec notre confrère Florian Tardif de Paris Match. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre position, peut-être, je ne sais pas si c'est la position du parti, mais la vôtre en tout cas, sur ce mélange entre vie privée, vie publique. Est-ce qu'il faut attaquer le chef de l'État plutôt sur ce qu'il fait au pays ou plutôt sur sa vie privée? Est-ce que vous pensez que la vie privée peut influencer la vie publique d'un chef de l'État? Oui, il faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais par contre, vous voyez, ce qui était grave, c'est que lors de cet incident, le gouvernement a menti, puisqu'ils ont dit que c'était les Russes, qu'il y avait des fake news, que c'était de la désinformation. Donc, si vous voulez, le fait qu'il y a un incident privé, c'est un couple comme un autre. Mais par contre, la réaction à l'époque du gouvernement, des services de l'Élysée et de la Macronie, c'était très grave, parce que nous, on disait un certain nombre de choses, et on disait non, mais c'est la désinformation, c'est les Russes qui mentent. Enfin, en fait, ce qui était inquiétant à ce moment-là, c'est pas la gifle,
Ça a été la réaction officielle de l'État que tout le monde a un peu oublié. Et M. À ce Tanguy, moment-là, il faut tout dire, à votre avis ou Rapidement, réponse, rapidement. On est pris par le temps sur CNews et sur Europe 1. Jean-Philippe Tanguy. tout dire, non, mais pourquoi mentir? Le problème, c'est le mensonge. Il y a un livre en ce moment, un de vos confrères, journaliste, qui écrit sur les mensonges qui entouraient la santé des présidents. Bah là, ça a des conséquences, parce que si M. Pompidou, effectivement, ne contrôlait plus rien, c'est un problème. Si Jacques Chirac, pendant 2 ans, ne contrôlait plus grand-chose, le pauvre paix à son âme, c'était un problème. En fait, le problème, c'est pas la vie privée, c'est le mensonge d'État pour couvrir des choses. Là, on l'a vu avec Joe Biden. Il y a un moment, un homme, il dépend quand même de ses capacités physiques et psychiques. S'il y a un mensonge d'État pour faire croire que tout va bien, c'est pas de la vie privée, là. C'est quand le bouton nucléaire, il y a des décisions très concrètes pour les Françaises et les Français dépendent de ça. On peut pas être en guerre contre le narcotrafic avec un président qui déraille et qui gadouille.